Bonjour Fabrice, Bonjour Emeline, comment ça va? ça va bien, ça Bon, va bah bien. super. On se retrouve aujourd'hui pour le protocole numéro 227. Dis-moi, est-ce que tu connais le sujet du jour? Pas du tout. Génial. Je rappelle que ce protocole, donc investigation, je vais y arriver aujourd'hui, cette investigation est menée par plusieurs binômes dans différents pays et qu'elle est composée d'une partie fixe et après d'une partie libre. Est-ce que tu te sens prêt? Je suis prêt, ouais, Ok, c'est bon. je vais essayer de ne pas bafouiller aujourd'hui. Allez, tu t'installes confortablement dans ton espace et je t'invite maintenant à prendre des inspirations et des expirations qui te permettent de t'installer dans ton espace, dans le calme. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre va te permettre de descendre plus profondément dans ton état hypnotique. 5. En cet instant, tu modules toutes tes fréquences de manière idéale pour toi. 4. 3. Et tu descends encore plus profondément. 2. Je t'accompagne maintenant. Tu suis ma voix et uniquement ma voix. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va? Très bien. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches les causes métaphysiques, ésotériques, communes aux maladies rares. 1, 2 et 3. Que perçois-tu ou visualises-tu? Alors, très rapidement, ça m'a dit interférence, les causes ésotériques et métaphysiques. D'accord. Est-ce que tu perçois ou visualises Ça, autre chose? ça me dit c'est créé de toutes pièces. D'accord. Ah, c'est déclenché de toutes pièces. Mhm. C'est voulu. Oui. Génération de troubles forts et puissants pour engendrer des basses fréquences. C'est ce que j'ai. D'accord. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose par rapport à cette question? Après, j'ai les maladies rares sont plus difficiles à déclencher, mais une fois déclenchées, c'est jackpot. D'accord. Euh,
Ça me dit c'est recherché. C'est-à-dire? Le déclenchement de maladies rares, c'est recherché par tout ce qui est interférence. S'ils arrivent à déclencher une maladie rare, c'est vu que c'est rare et difficile de soigner, de soins, pour eux, c'est jackpot. Ils ont plus de basse fréquence, ils ont plus de peur, ils ont plus d'angoisse, de stress et tout ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? On passe à la question suivante. On passe à la question suivante. Quelles sont les causes et les facteurs qui contribuent au développement des maladies rares sur le plan physique? Les causes et les facteurs qui contribuent au développement des maladies rares sur le physique. Alors, je vois quelque chose qui a un rapport avec la génétique. Mhm. La mise en place de gènes spécifiques aux maladies rares. Et je vois, c'est préparé depuis. Enfin, c'est préparé. J'ai l'exemple je vois une personne qui est dans une incarnation et la maladie rare a été préparée 2 générations avant. D'accord, Et quand l'interférence positionne dans l'incarnation présente, eh ben, elle peut déclencher la maladie rare. Il y a une préparation, en fait. d'accord. Après, il y a le terrain. Oui, c'est-à-dire? La génétique doit être particulière. Faut que ce soit une génétique qui réceptionne bien tout ce qui est comment dire, maladie. C'est assez facile. Il y a des génétiques où, là, je vois, j'ai le cas, ils ont beau essayer, la génétique, ça marche pas. D'accord, Et d'autres, ça se met tout de suite facilement. C'est au cas par cas. C'est pour d'accord. ça qu'il y a une préparation avant, et après, ça fonctionne ou pas. Ok, je comprends. Est-ce que tu as autre chose sur les causes et les facteurs? Après, il y a une cause aussi qui est, ça part je capte l'info que c'est en relation avec le potentiel de l'incarnation, enfin de la conscience qui a cette partie physique avec cette maladie rare. Mhm. Il y a des consciences qui ont des parties physiques avec un gros potentiel. D'accord, Et j'ai le mot entrave, et donc une maladie rare, ça serait entravé, et ça serait idéal pour entraver une partie physique qui a du gros potentiel et qui peut, ce potentiel-là, être dévié et ils s'en servent ils récupèrent ce potentiel en basse fréquence. d'accord. Très bien. Perçois-tu autre chose? Bah, sur cette question, c'est à peu près. D'accord, Ouais, très tu bien. peux On va continuer. passer, on va passer à la troisième question. Comment perçois-tu la relation entre le corps, l'esprit et les émotions chez une personne atteinte de maladie rare? Alors,
j'ai le mot symbiose qui est là. Il y a comme un, c'est comme s'il y avait la partie physique et cette maladie rare, les émotions. Alors, il y a assez complexe ce que je vois. Il y a comme un. Je capte l'info que je suis une personne alors exceptionnelle, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai une maladie rare. Il y a les émotions qui sont en berne, qui sont toutes basses. Et le fait de dire que la personne a une maladie rare, ça en fait une sorte d'exception. Et je vois le mental, le corps mental qui monte. Et c'est un peu comme si la personne disait, mais moi, je suis l'exception, j'ai ça. Et il y a comme quelque chose qui se crée de symbiotique en disant, bah, moi, j'ai une sorte de choses sur l'égotique. Voilà, il y a quelque chose d'égotique qui se met en place en disant que moi, j'ai une maladie rare. Je suis un peu l'exception. Ça les met en quelque sorte à part et ça draine quelque part. Alors ça, c'est face à, comment dire, face à tout le monde. Mais derrière tout ça, il y a un énorme mal-être, je vois toutes les fréquences du corps émotionnel qui sont, il y a, il y a la joie, elle est faussée, tout ce qui essaye d'être positif, bah, c'est tiré vers le bas. Et il y a comme un énorme mal-être et en même temps, il y a une partie égotique qui est là, qui fait que qui fait que la maladie rare, bah, elle s'installe dans cette espèce de roue entre l'esprit, le corps physique, l'ego, tout ça. Et c'est super compliqué à décrire, mais il y a comme quelque chose de presque de satisfaisant, égotiquement parlant, enfin au niveau de l'ego. Et en même temps, à côté de ça, il y a un gros mal-être, mais comme si c'était ce mal-être faisait en sorte d'accepter la condition de la maladie rare. D'accord. Et je vois tout ce qui est émotionnel, tout ça c'est en berne. Et l'esprit, du coup, il est, bah, comme il voit son corps physique qui accepte quelque part, hein, il y a un côté, ouais, ça me dit fierté, quelque chose d'avoir ça. Mmh. Bah, en fait, il cherche pas, il accepte aussi, mais en même temps, il y a des interférents qui sont là, qui appuient sur Oui, qui appuient sur la condition d'accord, je comprends. du corps mental. Ouais, voilà, il y a des espèces de fonctionnement en binôme là, entre la maladie rare et le corps physique, Oui, qui fait que la personne n'est pas bien d'avoir cette maladie, mais en même temps, ça la met à part, ça la met un peu quelque part où on la regarde, ça flatte un peu l'ego, quoi, quelque part. d'accord, très bien. On passe à la prochaine question. Comment tu te sens, Fabrice? Ça va. Ça va? Très bien. Observe maintenant les chakras et leur fonctionnement dans le développement des maladies rares. Alors, je vois
les chakras, les principaux, dans un corps physique et une maladie rare, eh ben, ils sont. C'est comme si ils étaient tous désynchronisés. Ils tournaient, il y en avait qui tournaient pas dans le bon sens par rapport à d'autres. Oui, D'autres qui tournent dans le mauvais sens, mais qui sont de plus en plus petits. Alors, ça dépend où, ce que c'est comme maladie rare, en fait. Ça dépend. Selon les maladies, ça change, les chakras changent. d'accord. Là, j'ai le cas d'une maladie rare qui touche tout ce qui est pancréas, rate par là. Mhm. Et je vois le chakra du plexus Oui, qui est complètement amoindri, qui est complètement, il tourne dans le mauvais sens. Et les autres, alors ça rayonne sur les deux suivants, sur celui du haut, celui du bas. Ça perturbe tous les chakras, en fait, toute la ligne de chakra. Et plus le chakra est loin de là où ça se passe, mieux il se porte, on va dire. d'accord. Ok. Mais c'est Et plus la maladie avance, plus les chakras les chakras disparaissent petit à petit. Jusqu'à ce que je vois là, c'est vraiment infime. Il n'y a presque plus rien. D'accord. Très bien. Existe-t-il des caractéristiques communes qui distinguent la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? Alors ça me dit c'est selon le potentiel. D'accord. C'est-à-dire? Ça me dit le potentiel des parties physiques. Et sur la partie subliminale, qu'est-ce qui distingue la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? Ah, je capte plein d'infos là. Mhm. Alors la première info, c'est selon le degré d'éveil de la conscience. D'accord. Il y a des consciences qui sont interférées, qui ont beaucoup moins de volonté que d'autres. En fait, il faut je dirais, une conscience où la volonté est quasiment absente D'accord. et une conscience ouais, voilà, c'est surtout les consciences qui n'ont pas perçu encore leur partie physique. Il y a des consciences C'est-à-dire? il y a des consciences qui ne savent pas qu'elles ont une partie physique, qui l'ont oubliée ou qui sont sur d'autres, D'accord. avec une volonté vraiment amoindrie. Et ouais, voilà, ça rejoint le caractère. Chaque conscience a un caractère propre. Ça dépend des caractères. Tu as des caractères de conscience beaucoup plus malléables que d'autres, qui acceptent les expérimentations, qui acceptent tout ça, qui ont ça me dit de la résilience aussi, degré de résilience élevé ou pas. En fait, Mhm. il faut vraiment des consciences, ça me dit pas combattantes, des consciences malléables, D'accord. qui sont, ça me dit douces, Ouais. avec un degré d'éveil faible. Voilà ce que j'ai comme info.
D'accord, Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus ou moins puissantes, c'est juste qu'elles sont, à un moment donné, elles sont comme ça. Elles n'ont pas pris conscience de ce qui se passait au niveau de leur partie physique. d'accord. Mais des consciences qui ont une génétique spécifique ou pas? Oui, génétique malléable, ça me dit. D'accord. Ça rejoint, hein, ce que je te disais avant, Oui, il y a des génétiques qui sont, où on peut insérer, des gènes et hop, ça va se prendre dans le fil de la génétique et d'autres, non, ça marchera pas, ça dépend. Bah, il faut ce type de conscience, c'est un peu le point commun. Samedi, c'est une loterie, ils prennent, ils voient si ça marche, bah, les interférents la mettent vraiment, essaient de la garder au maximum, quoi. OK, très bien. On passe à la question suivante. Existe-t-il un lien entre l'hybridation et le clonage extraterrestre et les mutations génétiques dans le développement de maladies rares? Va en profondeur et dis-moi tout ce que tu perçois à mon 3. 1, 2 et 3. Oui, ce que je perçois, c'est qu'il y a, ils veulent savoir, pourquoi en faisant des hybridations et en faisant des expériences, pourquoi il y a des génétiques qui acceptent la modification et pourquoi il y en a qui n'acceptent pas. Pourquoi ça se glisse chez d'autres, pourquoi ça rejette chez l'autre. Et en faisant des manipulations, des clonages, des hybridations, ils voient si les gènes réagissent et en insérant des gènes hybrides ou issus de clonage, ils voient si la génétique résistante peut changer ou pas. D'accord, Donc c'est, je perçois une véritable volonté de changer la génétique pour que les parties physiques, les humains attrapent de plus en plus de maladies rares. d'accord, Et ce que je vois, c'est, ouais, et c'est qu'il y a de plus en plus de parties physiques, de conscience à haut potentiel. Et samedi, c'est comme une course entre le dérèglement de la vie oui, et entre l'expansion de la vie. Heu, ils veulent, en faisant toutes ces manipulations, ils veulent, je vois, il y a une partie qui veut, comme une peau de chagrin, réduire la vie, l'expansion de la vie et tout ce qui est conscience, partie subliminale résistante, elles veulent s'expanser. Donc ça fait comme il y a un endroit, ça rétrécit, l'autre, ça s'agrandit et tout ça, et au milieu de tout ça, je vois des expérimentations d'hybrides. Ils veulent vraiment, ils font plein d'expériences pour voir quelle serait la meilleure, heu, la meilleure combinaison pour que, ça y est, toutes les toutes les consciences aient un gène, quelque chose, une génétique qui permet l'intégration d'une maladie rare. Et d'accord, ça me dit ça fonctionne pas. Ils cherchent, mais les consciences sont trop puissantes pour, elles peuvent s'auto-réguler la génétique.
si elles perçoivent quelque chose qui leur convient pas, c'est elles qui décident. Celles qui sont pas interférées, je dis. Et l'information circule, et ça les embête énormément. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Une autre information? Oui, oui. Par contre, quand ils ont une conscience où ça accepte le gène avec des parties physiques derrière qui suivent avec la maladie rare, ils en extraient. Je vois, ils prennent un maximum de prélèvements pour reproduire ça et voir ce qui a été, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, et le reproduire. Et je vois une lignée d'incarnation, de famille, une famille où c'est que ça, quoi, parce qu'ils sont tous issus d'une expérimentation au début. Et je vois ça, ils continuent de perpétrer ce gène dans cette famille. D'accord, d'accord, très bien. Voilà. Autre chose? En fait, oui, j'entends, c'est un piège. Ils veulent piéger, les consciences avec ça. D'accord, Avec, c- d'accord, très bien. On passe à la question suivante? oui. Oui, très bien. Existe-t-il un lien entre les maladies rares et les techniques de manipulation mentale? Alors tout de suite, ça me dit, ça favorise. C'est-à-dire? Ça favorise. Voilà, ça favorise les programmes, les créations de programmes en disant de soumission. Les manipulations mentales vont créer. Alors c'est d'un côté, il y a la manipulation génétique avec les maladies rares, et de l'autre côté, il y a les manipulations mentales qui, elles, vont créer des programmes de soumission, d'acceptation, qui vont travailler sur l'ego, le mental, pour ça rejoint au début où la personne il y a comme une fierté d'avoir ça. Enfin, il y a un programme là-dessus. Il crée des programmes par les manipulations mentales. D'accord, Et, et c'est en fait, ça va de pair. Et donc, quand il y a les programmes sont bien installés et tout ça, la maladie rare, eh ben, c'est comme si elle était accueillie, mmh, et là, elle peut se développer. d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, je perçois Très bien, rien d'autre par rapport à ça. OK, très bien. On passe à la dernière question. Existe-t-il un lien entre les sujets définis comme des portails vivants et les maladies rares? Entre les personnes définies comme portail vivant. Oui, et les maladies rares. Alors, ce que je vois, c'est dans les gens définis comme portail vivant, c'est qu'ils sont, ils ont en eux, la partie subliminale a en elle plusieurs, comment dire, plusieurs entités, c'est comme un portail où il y a plein de choses qui peuvent passer, aussi bien d'autres consciences, et je vois, il y en a parmi elles, il y en a une D'accord, qui a le gène qui favorise, même si alors, ça peut être la conscience principale, mais les autres en dessous, celles qui sont dans ce portail-là,
il y en a qui n'ont pas ce gène et d'autres qui l'ont. Et donc, ça favorise. Oui, il y a un lien entre les deux, entre les maladies D'accord. rares, mais ce n'est pas systématique. D'accord. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Disons qu'avec ce que je vois, c'est qu'avec un portail vivant, c'est la maladie rare, elle arrive, mais sans problème, quoi. C'est efficace. Parce que dans le portail, il y a plein d'autres entités, d'autres consciences, ce qui fait qu'il y en a une, deux, voire trois, quatre. Celles que je vois là, quatre qui ont ce gène qui facilite l'installation de la maladie. Donc pour eux, c'est tout bénef, pour les interférents. D'accord. Très bien. Mais c'est pas systématique. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose ou on peut passer à l'exploration libre? On peut passer à l'exploration libre. Très bien. Donc, je vais revenir à la génétique, où tu parlais qu'ils cherchaient la meilleure combinaison, pour créer ce gène de la maladie. Quel est le but, en fait, derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent vraiment à créer ces gènes de maladie pour l'humanité? C'est de se nourrir de basses fréquences, mais encore plus basses D'accord, que- qu'elles ne le sont, de pouvoir euh, implanter un contrôle encore plus fort que ça ne l'est. Quand quelqu'un a une maladie rare, il a des programmes de manipulation mentale avec lui et il est soumis quelque part à ce que la médecine, tout ce qui est le milieu pharmaceutique met en place. Et c'est comme un cobaye, il devient cobaye. Et et en plus, ils sont capables de faire durer la maladie rare sur plusieurs années. Et pour eux, c'est un jackpot au niveau de l'énergie qui est fournie. d'accord. C'est, Justement, oui, je t'en prie, vas-y, continue. bah, c'est comme si entre une personne, une partie physique, entre guillemets, normale, qui n'a pas ce gène et tout ça, on va dire, lui, c'est 1. Et quelqu'un qui a une maladie rare, c'est multiplié, toutes ces basses fréquences, tout ça, je vois, c'est multiplié par 10. D'accord, Donc, ils chopent beaucoup plus ils se nourrissent beaucoup plus avec quelqu'un qui a une maladie rare qu'avec quelqu'un euh, normal, entre guillemets, quoi. voilà, c'est ce que j'allais te demander en termes d'énergie, qu'est-ce que ça produit pour eux, en fait, qui est si appétissant? Bah, ça produit une alimentation continue et je vois épaisse. Enfin, c'est comme si tu avais, je vois un petit ruisseau pour quelqu'un qui est normal, une partie physique dont les gènes sont résistants, etc., où la conscience a une volonté, même si elle est interférée, mais il y a quelque chose derrière qui fait que ça passe pas. Je vois, en termes d'énergie, il y a un petit ruisseau qui passe. Et quelqu'un qui a une maladie rare, bah, je vois, c'est carrément une rivière. Et du coup, ça permet d'alimenter beaucoup plus d'interférents et surtout de faire ça alimente aussi tout ce qui est la partie expérience, laboratoire et tout ça. D'accord, très bien. Je Et ce qu'ils veulent, c'est le contrôle total contrôle total de quoi? de l'humanité. À quelle fin? L'esclavage. D'accord, très bien. Euh, esclavage et denrées. D'accord, très bien. Je reviens justement à cette génétique. Au tout début, tu disais qu'il y a certaines génétiques qui sont propices et certaines sur lesquelles ça ne marche pas du tout.
est-ce que tu peux me dire, voilà, sur quelle génétique c'est le plus propice et qu'est-ce qui fait que sur certaines autres, ça ne marche pas? Alors sur celle où ça fonctionne, je vois une génétique, c'est plutôt une sensation, une génétique très on aurait enlevé la volonté de cette génétique et le caractère de la conscience serait très malléable, très, elle accepte, je vois ça accepte beaucoup. D'accord, Et l'autre, c'est vraiment une sensation, où ça je vois un caractère très dur, très fort, très résistant. C'est comme si, c'est très curieux. Je vois vraiment une génétique dans la première, très, très douce, très souple, très, molle, on va dire, où ils peuvent insérer, facilement des codes là-dedans et une autre où, c'est hyper résistant, quoi, et c'est comme si la conscience, elle laisse rien passer, quoi. De d'accord, son de son, mmh, comment dire? De sa substance, elle laisse rien passer. Et puis il y a aussi des parties, subliminales encore plus hautes qui refusent. Qui dit: «Non, ça je veux pas», et du coup ça, les parties subliminales les plus proches du corps et ben, elles sont dures. Elles ont la volonté, elles interdisent, elles refusent tout ça, et d'autres parties subliminales plus hautes qui sont prêts à tenter l'expérience, qui veulent bien tenter l'expérience. Ça dépend en fait de ce que souhaitent, les expérimenter les consciences à plus haut niveau. d'accord. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une question de caractère? Que la Oui, génétique peut être modifiée? oui. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités hormis le caractère pour faciliter la modification du gène? Est-ce qu'il y a une autre piste, autre chose? Alors, il y a, la possibilité, s à la naissance d'une conscience, D'accord, si elle est, prise tout de suite, je vois, il y en a une qui naît et qui est modifiée quasiment tout de suite par, par une interférence donc elle est modifiée, on peut dire à la source quelque à part? la source, ouais, à sa naissance, et là, elle, du coup, tout son chapelet de conscience jusqu'à arriver à celle qui est la plus proche du corps est, malléable. D'accord. Mais c'est des programmes. Mmh. Des programmes d'acceptation, de soumission, d'obéissance, et je vois, il y en a d'autres qui ont pas eu, cette interférence dès le départ, qui se sont expansés, on va dire naturellement, et qui arrivent, là où il a la conscience la plus proche du corps, en fait, ça protège son essence. D'accord. Donc c'est vraiment, spécifique à la au caractère de la conscience. Ce que je perçois, c'est que s'il y a pas la manipulation dès le Mmh. départ, la conscience qui s'expanse va,
va petit à petit refuser d'avoir des choses qui viennent d'interférents, et ça va se construire. Il va y avoir une expansion très puissante et très comment dire, protectrice de son essence même. D'accord, Il faut qu'il y ait une manipulation très très haut placée dès le départ pour que ça puisse être consenti. Mais je vois, il suffit d'un changement, quelque chose dans une expérience, une vie qui fasse que tout change et hop, tout s'efface. Je veux dire, le programme qui a été mis dès le départ, enfin, il joue, je vois, c'est vraiment très, très fragile comme installation de la part des interférents. C'est très fragile. d'accord, d'accord. Et donc, mis à part une génétique, avec un caractère, une conscience avec un caractère, beaucoup plus, on va dire, malléable, si je peux mettre ce mot-là, est-ce qu'il y a une génétique qui attire plus les interférences? Avec lesquelles ils ont envie de créer, tu disais aussi, donc les maladies rares et les hybridations. Je n'ai pas vraiment OK. de préférence. Alors, j'étais sur les sangs bleus au début de Oui, la question. Mais après, j'ai eu comme info que c'était aussi bien sang bleu que les autres. Tout. d'accord. D'accord, très bien. OK. Et ce qu'ils veulent, c'est ce que j'ai comme info là maintenant, c'est pouvoir expanser, euh, choper tout type de conscience, tout type. Justement, ils veulent, comment dire, uniformiser, essayer d'avoir tout le temps la même génétique facile. C'est pour ça qu'ils font toutes ces expériences pour pouvoir trouver la combinaison qui ferait que bah, toutes les consciences, toutes les parties physiques peuvent avoir une maladie rare avec cette combinaison, mais ils ne trouvent pas. Ça change. D'accord. Je vois, ça change. Et puis dès qu'il y a une conscience qui se rend compte qu'il y a une génétique qui est manipulée en elle, quelque chose, paf, elle rectifie tout, ça lui plaît pas, paf, elle change. Enfin, ça me dit, c'est peine perdue pour les interférents. D'accord. D'accord. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Tu me parlais après que ça dépendait aussi, enfin, ce qui les attirait le plus, c'était, une partie physique avec un gros potentiel. Est-ce que tu peux te reconnecter à cette notion? Qu'est-ce que tu Oui. appelles par gros potentiel de la partie physique? Bah, en fait, c'est leur base de recherche des parties physiques qui auraient un canal médiumnique grand ouvert, qui auraient des capacités extrasensorielles, des choses comme ça, pour, D'accord, euh, pour bloquer ça. Pour bloquer, pour faire que, en fait, toutes ces parties-là, ces capacités-là puissent, eux, ils puissent s'en servir mmh, et retourner cette puissance, cette capacité en leur faveur, c'est-à-dire bah, l'inverser. d'accord. Très bien, donc ce que tu appelles gros potentiel, c'est avec des capacités, bien ouvertes, on va dire, sur le plan physique? Oui. D'accord, et ça pour eux, c'est, la partie physique idéale pour pouvoir dévier le potentiel et récupérer l'énergie pour eux? Ah, si oui, la partie physique a ces capacités-là, alors qu'elle soit connue, de la partie physique ou pas, peu importe. Oui, C'est une base, on va dire, c'est la meilleure base qui soit. Après, selon le caractère de la conscience, ça, on va dire, c'est la matière première idéale.
maintenant, je vois, ils font aussi des expériences avec des parties physiques qui ont beaucoup moins de capacité parce qu'ils se sont rendus compte que celles qui ont ces capacités-là ont en général des consciences euh, avec des consciences avec un niveau de réveil de conscience euh, plus haut. Et à ce moment-là, ça fonctionne pas. Donc, ils se sont. Mais si jamais cette partie physique qui a des capacités à une conscience, on va dire, malléable, là, c'est jackpot. C'est jackpot. D'accord, très bien. Est-ce que toutes les maladies rares sont vraiment, créées par cette modification de gène par l'interférence ou est-ce qu'il y a vraiment des maladies rares qui sont proprement sur le plan physique? Sans la main d'interférence, si tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, des maladies. Alors, il y a les deux. Il y a les maladies, des maladies rares qui sont issues de développement génétique, de trifouillage génétique. Ouais, Et il y a aussi des maladies rares qui ont été, on va dire, créées au fil du temps à cause des conditions de vie sanitaires, alimentaires, climatiques, sociales, tout ça qui ont fait que ça a dégénéré chez certaines personnes. Alors là, je vois, et hop, quand ils ont ce type de création issue enfin création, quand ils ont ce type de maladie issue de la société, de l'humanité, oui, pour eux c'est bien parce que ça veut dire ils sont sur une très bonne base aussi. Ils peuvent prendre d'accord. ça, ça a été créé grâce à ce que eux ont mis en place au niveau de la société humaine, l'humanité, et donc Mmh. ils peuvent en tirer parti. Et ça me dit maladie de Charcot, tout ça, euh, c'est des maladies créées par la société, par l'humanité. D'accord. Et ça, quand il y en a une qui apparaît comme ça, il la développe. Il la développe et puis ils savent que ça a été créé de telle et telle façon. Donc, ils appuient sur ces conditions Mmh. pour en créer davantage. D'accord. Et à ce moment-là, ils se l'approprient. C'est comme si ça, ça me dit, ils s'approprient ces gènes de maladie, certains, et ils veulent se les garder pour eux. Ça me dit, il y a du business aussi là-dedans. D'accord, très bien. Comment ils font justement pour récupérer tous ces gènes? Alors, il y a des prélèvements, Mmh. abduction, et dans les parties subliminales. D'accord, très bien. Et quand une personne meurt d'une maladie rare, je vois, elle est tout de suite récupérée et ils analysent tout son spectre ADN D'accord. Ils font éthérique. quoi? Et c'est comme s'ils faisaient ils prennent la séquence qui est intéressante pour eux. C'est c'est exactement la même façon dont on prend les caractéristiques qui nous conviennent et puis on les réimplante comme ça pour avoir quelque chose de mieux en mieux. Mmh.
C'est comme ça qu'ils arrivent à faire des lignées de personnes malades, des familles atteintes de ces gènes de plus en plus, de plus en plus tôt. D'accord. Ouais. Ça montre comme une culture, en fait. D'accord. Ils, Et ils qu'ils prennent ce qui les, implantent. ouais, ils prennent ce qui les intéresse, leur travail, ils le réimplantent. Ils font des expériences avec d'autres races pour voir s'il n'y a pas une meilleure réponse. D'accord. Et puis ils réimplantent. Ok. Tu peux déconnecter de ça. On va terminer avec la notion des programmes. Donc, tu disais qu'ils vraiment ils implantent des programmes pour que la partie physique et la conscience donc acceptent cette maladie, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que Oui, c'est des programmes de soumission, d'obéissance et d'acceptation de. Et, ouais, parce que si quelqu'un refuse complètement d'avoir cette maladie, mais il refuse avec une volonté vraiment très forte, il dit non, non, c'est pas moi, enfin, je veux pas ça, et puis qui travaille là-dessus. Et bah, je vois, c'est comme s'il y avait d'un seul coup la maladie rare, elle se fendillait. Enfin, elle partait en morceaux et puis ça arrivait pas au bout, quoi. Euh, et donc d'accord, ils doivent installer des programmes d'acceptation, de oui, d'obéissance et puis quelque part, c'est ma maladie, c'est à moi, c'est moi qui l'ai, pas toi. Enfin, d'ego qui fait que quelque part, il y a une complaisance. Je vois ça, complaisance d'avoir cette maladie, de ne pas être comme les autres. Aussi bien grave soit-elle, il y a quelque chose qui est là. Et du coup, on va obéir à tout ce qu'on nous dit. On va obéir à tout ce qui est médecine, pharmaceutique, euh, tout ce qui est sociétal et tout ça. On va obéir à tout ce milieu-là et ça va faire une personne complètement soumise, soumise à ce que mettent en place en dehors de la maladie, c'est-à-dire le contrôle. Une personne d'accord, complètement contrôlée. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. Et ça va aussi permettre d'avoir une peur permanente, une angoisse, un mental qui tourne en boucle là-dessus. Et eux, bah, ils vont se nourrir et ça va leur permettre d'avoir bah, plus d'énergie pour continuer ce qu'ils font. d'accord. Là, c'est donc si j'entends bien, donc cette maladie rare est dans le gène. Est-ce qu'il y a un facteur qui enclenche la maladie ou est-ce qu'elle peut rester en sourdine ou de fait s'enclencher parce que c'est prévu? Plusieurs questions dans la question, mais Alors, en fait, c'est déclenché. Moi, ce que je vois, c'est déclenché. Et d'accord, ça me dit, il est à l'extérieur, donc c'est pas. Il peut y avoir des chocs émotionnels, des chocs traumatiques, tout ça qui déclenchent, mais en général, ces chocs sont produits pour déclencher la maladie. d'accord, très bien. Donc c'est un chat qui se mord la queue. Oui, de toutes les façons, c'est voulu. Alors eux, je parle eux quand je dis eux, je vois les interférents, ils peuvent décaler ou avancer, reculer cette mise en place selon ce qu'ils ont besoin d'avoir. Euh, et du coup, bah, tu peux avoir une personne qui peut, dans le programme, avoir une maladie rare qui doit se déclencher, je sais pas moi, à 25, 30 ans, bah, ils peuvent la décaler à 40 ans, s'ils veulent, parce D'accord, que ça leur convient comme ça. d'accord. Ou Donc l'avancer.
Dans notre société, quand on dit que ce qu'on n'exprime pas va s'exprimer par la maladie, que le maladie, comme on dit, est-ce que c'est réel ou que de toute façon, c'est déjà programmé? On dit qu'on se crée soi-même nos maladies par les choses qu'on n'exprime pas. Oui, mais ce que alors, quelque part, oui, c'est programmé parce qu'il y a du conditionnement derrière. On est conditionné avec ces programmes à ne pas exprimer, à ne pas dire, ce qu'on voudrait dire, à être soumis, c'est pareil, je vois ces programmes-là qui font en sorte de créer, ce fonctionnement de ne pas s'exprimer, de ne pas dire, et je vois quelqu'un qui change tout ça et qui décide d'exprimer, mais c'est comme si il devait arracher tout ça et c'est très dur. Mais une fois que c'est fait, je vois une grande libération, qui se fait et tout ce qui est mis en place, les programmes, tout ça, il y en a certains qui volent en éclats, qui disparaissent et je vois la maladie qui se craquelle, qui va pas jusqu'au bout, mais c'est un effort de volonté énorme. D'accord, Mais c'est voilà, tout est conditionné. Et c'est toujours pareil, j'en viens à la volonté et au caractère de la conscience qui est là derrière. d'accord. Donc Elle peut laisser faire, mais jusqu'au moment où elle va considérer que ça suffit, elle veut plus ça, ou elle a mmh quelque chose qui fait qu'elle change, bah là tout saute. D'accord. Donc le gène est réparé, Effacé, oui. effacé. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu as perçu, ressenti et que tu souhaites partager par rapport à ce thème des maladies rares? Ce que je perçois là, c'est qu'ils sont à un moment charnière. Et C'est-à-dire? soit ils arrivent à déclencher encore plus de maladies rares et tout ça, et c'est jackpot, soit les consciences, soit les consciences arrivent à contrer leur programme en ayant une ouverture et une libération de tout ça. Et là, je vois, c'est comme si on était à force égale. D'accord, Entre les consciences qui refusent, qui sont là, qui sont de plus en plus interpellées par ce qui se passe, par les informations qui circulent dans l'éther et tout ça. Et le reste, je vois, c'est force égale maintenant. Et c'est un moment charnière. d'accord, très bien. Eh ben, je te remercie Fabrice. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu es dans ton espace à toi, dans tes fréquences, tes vibrations, tes couleurs, ta musique propre à toi, dans tes créations. Totalement déconnecté de tout et de tous. Et je te laisse un instant profiter de ton espace. Avec le 2, tu réintègres ton corps physique que tu ressens de la tête aux pieds dans cette densité. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Ça va Fabrice? Ouais. Oui? Tu es bien Mhm. parmi nous? Ouais, ouais. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. C'était un moment très intéressant. Ouais, ouais, j'ai capté pas mal de choses. Bon, on verra. On verra. Très bien, M'attendais pas je à te capter ça. remercie. À bientôt. Au Merci à revoir. Au toi, à revoir à bientôt, au tous. Merci. revoir.
Au revoir à tous. Oh, merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano
lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte,
significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che
Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.